Il y a des acteurs qui ont payé un prix bien trop élevé pour leur rôle. L'une a terminé dans un hôpital psychiatrique, un autre est mort avant même la sortie du film. Et dans le cas le plus extrême, une actrice est sortie de l'avant-première pour aller directement aux toilettes, décidée à mettre fin à ses jours. Nous parlons d'acteurs qui ne sont jamais redevenus les mêmes. Du prix à payer pour devenir une légende. Strike Terrorlord into the beast, now laying waste your Let your mighty hand... Elle n'avait que 14 ans, et sa vie a changé à jamais. Linda Blair a interprété Regan, une jeune fille possédée par le démon. Le film est devenu un jalon dans le cinéma d'horreur, mais son tournage a été un cauchemar. Lors des scènes les plus physiques, Linda a été soumise à des conditions extrêmes. Lors d'une prise, le harnais qui la projetait sur le lit s'est détaché avec trop de force. Son cri, déchirant, était réel. Elle a souffert d'une blessure à la colonne vertébrale. Personne n'a coupé, personne n'est intervenu. La douleur est restée enregistrée et a été utilisée dans le film. La production a été si intense que plusieurs membres de l'équipe ont eu des accidents. Mais Linda, encore adolescente, n'avait pas les ressources émotionnelles pour faire face. Après la sortie, sa vie est devenue encore plus sombre. Elle a été accusée de blasphème par des groupes religieux, harcelée par des fanatiques qui pensaient qu'elle était réellement possédée. Elle a reçu des menaces de mort, a dû engager des gardes du corps. Son enfance était finie. Elle ne pouvait presque plus sortir. Les gens étaient terrifiés. Ils ne faisaient pas la différence entre l'actrice et le personnage. L'industrie ne l'a pas soutenue. Elle a été cataloguée, ignorée, traitée comme une malédiction. Aucun rôle sérieux ne lui est revenu. Sa carrière s'est figée. Sa santé mentale a commencé à décliner. Des années plus tard, elle a avoué avoir vécu une profonde dépression, un isolement et des symptômes de stress post-traumatique. L'exorciste a fait d'elle une icône, mais lui a pris quelque chose qu'elle n'a jamais récupéré. Pour devenir un monstre, il a dû ouvrir une porte en lui. Et une fois ouverte, elle n'a jamais pu la refermer. Edward Norton a interprété Derek Vinyard, un néo-nazi brutal qui transpire la haine dans chaque mot, chaque regard, chaque coup. Sa performance était si réaliste qu'elle semblait dangereuse. Mais ce que peu de gens savent, c'est à quel point ce rôle l'a profondément marqué. Norton a pris 14 kilos de muscles en quelques semaines. Il s'est rasé la tête, a étudié l'idéologie suprémaciste et pendant plusieurs semaines, il a pensé et parlé comme un nazi, sur le plateau comme en dehors. Selon lui-même, il ne jouait pas un rôle, il laissait cette haine vivre en lui. Et il n'en est pas sorti indemne. Son calvaire ne s'est pas arrêté au tournage. Quand le réalisateur a présenté son montage original, Norton l'a remonté sans autorisation. Le studio a accepté sa version, plus longue et plus émotionnelle. Tony Kaye, le réalisateur, a vécu cela comme une trahison et a intenté un procès de 200 millions de dollars. Il n'a plus jamais dirigé à Hollywood de la même manière. Norton, lui, a été vu comme un acteur obsessionnel, contrôlant, mais surtout comme quelqu'un qui avait franchi une limite personnelle. Des années plus tard, il a reconnu que ce rôle l'avait profondément perturbé, qu'il avait dû aller trop loin pour comprendre la haine. Et qu'en le faisant, quelque chose de sombre était resté avec lui. Oh, come on. What do you mean roll video? We're killing ourselves out here and you're going to be ready. I am too. I'm standing So we right play by mood the music? door. No, I... Pour faire s'effondrer son personnage, Stanley Kubrick a décidé de la faire s'effondrer elle. Shelley Duvall a interprété Wendy Torrance, l'épouse terrorisée de Jack Nicholson dans Shining. Mais ce qu'elle a vécu sur ce tournage a été plus terrifiant que le film lui-même. Kubrick, obsédé par l'idée d'obtenir une peur authentique, l'a maltraitée émotionnellement pendant des mois. Il lui criait dessus, l'insultait, l'isolait de l'équipe et avait ordonné à tout le monde de ne pas lui parler. La scène où Wendy recule en criant avec une batte a été tournée 127 fois. Shelley a terminé le tournage déshydratée, tremblante et avec une réelle perte de cheveux. Sa terreur, son désespoir n'était pas joué. Elle était à bout. Elle vivait des effondrements constants et gardait ses larmes en bouteille pour surveiller son état émotionnel. Elle dormait peu, mangeait mal et était complètement seule. Tout au long du tournage, elle pleurait en continu, a eu de multiples crises d'angoisse, une perte de poids et de cheveux.
Tandis que Kubrick traitait Jack Nicholson comme un roi, Shelley était traitée comme une moins que rien. Et ce contraste était volontaire. Après la sortie, elle a été ignorée par la critique et rejetée par l'industrie. Personne n'a parlé de son engagement, seulement du génie de Kubrick. Après le film, l'actrice a commencé à présenter des signes de paranoïa, d'anxiété chronique et d'isolement social. Certains rapports indiquent qu'elle a développé des troubles psychologiques liés à un stress post-traumatique. Elle ne jouait pas. Shelley avait vraiment peur. Elle était seule, épuisée, sans personne pour la défendre. Avec les années, sa vie est restée très privée, mais récemment, elle a confié que Kubrick l'avait marquée pour toujours. Ce n'est pas l'histoire d'une grande performance, c'est l'histoire d'une identité qui s'est effondrée devant la caméra. Pour interpréter Andy Kaufman, Jim Carrey a disparu. Pendant des mois, il n'était plus Jim. Il était Andy. Il vivait comme lui. Il parlait comme lui. Il insultait, riait, délirait comme lui. Sur le plateau, personne ne pouvait lui parler, car Carrey n'était plus là. Il ne restait qu'Andy et son grotesque double, Tony Clifton. Les conflits étaient réels, les disputes aussi. L'équipe ne tournait pas une biographie, elle assistait à une possession en temps réel. Mais quand le tournage s'est terminé, Andy est parti, et Jim n'est jamais revenu. Ce qui a suivi a été l'une des crises mentales les plus sombres qu'un acteur moderne ait connues. Carrey est entré dans une spirale de dépression, de confusion, de nihilisme et de vide existentiel. Il ne savait plus qui il était, il ne savait plus ce qu'il voulait. Et le plus terrifiant, il ne savait pas si quelque chose de son moi original existait encore. Il s'est mis à peindre de façon compulsive, à parler de l'ego comme d'une illusion, à rejeter la célébrité, l'argent, même la réalité. Dans ses propres mots, « Me perdre dans Andy, c'était comme mourir. Et quand je suis revenu, il ne restait rien. » Le documentaire Jim and Andy montre tout cela. Les caméras ont silencieusement enregistré comment un acteur a franchi une ligne, dont on ne revient pas indemne. Man on the Moon ne l'a pas mené à sa limite. Il l'a poussé dans l'abîme. Et depuis, Jim Carrey n'a plus jamais été le même. Pour interpréter un homme qui avait tout perdu, Adrien Brody a décidé de tout perdre lui aussi. Dans Le Pianiste, Brody incarne Władysław Szpilman, un musicien juif survivant de l'Holocauste, qui voit mourir son peuple et son humanité. Mais ce qui bouleverse, ce n'est pas seulement sa performance, c'est le sacrifice réel qu'il a consenti pour y parvenir. Il a perdu 14 kilos, il a vendu sa voiture, il a rompu avec sa compagne, il a quitté son logement, il s'est isolé du monde, sans téléphone, sans confort, sans affection, seul, affamé, anéanti. Il a appris à jouer du piano, passant des heures chaque jour, avec une vraie douleur physique dans les doigts. Il ne jouait pas la solitude, il la vivait. Il disait qu'il avait besoin de savoir ce que cela faisait d'être vide, ce que cela faisait de sentir qu'il ne restait plus rien. Et quand le tournage s'est terminé, il n'a pas pu revenir. Brody est tombé dans une dépression profonde. Il n'arrivait plus à se connecter aux gens, ne prenait plaisir à rien, pas même à son Oscar. Il pleurait sans raison. Il se sentait étranger à son propre corps, comme si une partie de lui était morte avec le personnage. Dans ces mots, j'avais passé tellement de temps dans la douleur que je ne savais plus comment vivre sans elle. Son interprétation a fait de lui le plus jeune lauréat de l'Oscar du meilleur acteur, mais aussi un homme marqué, car après Le Pianiste, aucun autre rôle ne l'a touché de la même manière. Tout a commencé par un régime, une pomme par jour, et de l'eau, rien d'autre. Pour interpréter Arthur Fleck, un comédien rejeté par la société, Joaquin Phoenix devait disparaître. Ne pas jouer la fragilité, la devenir. Il a perdu plus de 23 kilos en quelques semaines. Il a perdu sa masse musculaire, sa force, son contrôle. Mais le pire n'était pas la faim. C'était ce que la faim faisait à son esprit. Il est devenu paranoïaque, obsessionnel. Son corps tremblait. Sa vision se troublait. Il a commencé à se sentir comme Arthur, même hors caméra. Sur le plateau, il s'enfermait. Il pleurait en silence. Ou partait sans prévenir. Le réalisateur, Todd Phillips, a déclaré que parfois, lui-même ne savait pas avec qui il avait affaire. Il ne savait pas si c'était Phoenix ou autre chose. Le Joker que l'on voit à l'écran n'est pas une performance. C'est un homme brisé,
tordu physiquement et émotionnellement, avec un rire qui ressemble à un cri qui veut sortir et ne peut pas. Quand le tournage s'est terminé, Joaquin n'a pas pu revenir. Il a passé plusieurs semaines en silence. Il a dit que le personnage lui avait ouvert des blessures qu'il ne savait pas avoir. Même après avoir remporté l'Oscar, il n'a pas célébré. Il n'a pas souri. En interview, il semblait encore habité par quelque chose qui refusait de partir. Car Joker ne lui a pas seulement demandé de l'incarner, il lui a demandé de se briser. Et depuis, quelque chose en Joaquin Phoenix n'est jamais complètement revenu. Pour devenir le méchant le plus chaotique du cinéma, Heath Ledger a dû sacrifier sa stabilité mentale. Et il l'a payé de sa vie. Personne ne comprenait pourquoi il s'était enfermé dans une chambre d'hôtel pendant des semaines. Seul, en silence. Avec un journal rempli de pensées du Joker. Mais Heath, lui, le savait. Il voulait disparaître. Et laisser le Joker apparaître. Pour beaucoup, ce fut la meilleure performance de sa génération. Pour lui, ce fut une descente sans retour. Il s'est plongé si profondément dans l'esprit du Joker qu'il a commencé à perdre le contact avec sa propre identité. Il dormait à peine 2 heures par nuit. Il prenait des somnifères, mais disait qu'il ne marchait pas. Il disait que sa tête ne s'arrêtait pas, que le Joker ne se taisait jamais. Dans son journal personnel, écrit comme le Joker, il y a des pages pleines de chaos, découpage d'accidents, dessins sans sens, pensées sombres. Sur la dernière page, il a simplement écrit « Bye bye ». Sur le plateau, Nolan le dirigeait, mais Heath ne semblait plus avoir besoin d'instructions. Il bougeait comme un animal imprévisible. Son regard était vide, comme s'il observait un monde que lui seul pouvait voir. Après le tournage, il est tombé dans un état d'épuisement total. Il souffrait d'anxiété chronique, d'insomnie, et prenait un mélange dangereux de médicaments pour dormir, calmer la douleur et détendre les muscles. 1 mois plus tard, il a été retrouvé sans vie dans son appartement. Il n'avait que 28 ans. Sa mort a bouleversé le monde et a redéfini le prix d'une grande performance. L'Oscar posthume fut un hommage, mais aussi un regret. Heath Ledger n'a pas interprété le Joker. Il l'a laissé entrer et n'a pas réussi à le faire sortir à temps. Mickey Rourke n'a pas interprété un homme brisé. Il l'était. Et quand les caméras se sont allumées, il a simplement laissé parler sa douleur. Pendant des années, Mickey fut une promesse perdue. Il avait détruit sa carrière, son visage, sa santé physique et mentale. Il s'était éloigné du cinéma, était tombé dans les addictions, s'était réfugié dans la boxe, et à son point le plus bas, avait envisagé de mettre fin à ses jours. The Wrestler fut sa dernière chance, mais pas comme acteur, comme homme. Le réalisateur Darren Aronofsky lui a offert le rôle de Randy the Ram Robinson, un catcheur fini, seul, oublié, survivant en vendant des autographes pour quelques pièces. Ce n'était pas un personnage, c'était un miroir. Rourke n'avait pas besoin de jouer la décadence, il la connaissait par cœur. Chaque scène était comme rouvrir une plaie. Il pleurait pendant le tournage. Il se souvenait de son enfance violente, de ses addictions, des trahisons, de la peur d'être seul. Mickey ne jouait pas la souffrance, il la crachait face caméra. Chaque prise le brisait un peu plus, car il ne se souvenait pas d'un rôle, il revivait sa propre ruine. Il ne dormait pas, pleurait hors champ, et certains jours, il ne pouvait parler sans se briser. Il ne savait plus s'il jouait ou s'il confessait, s'il sauvait sa carrière ou s'il faisait ses adieux à lui-même. Ce rôle l'a ressuscité aux yeux du monde, mais à l'intérieur, il l'a laissé saigner à nouveau. Après le tournage, Mickey a avoué être resté émotionnellement détruit. Il ne dormait plus. Des pensées sombres sont revenues. Et il craignait que toute cette tristesse qu'il avait laissée entrer ne reparte jamais. The Wrestler l'a ramené au sommet. Mais lui a aussi rappelé tout ce qu'il avait perdu. Et ce prix-là, aucun Oscar ne le paie. Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Pour devenir l'un des hommes les plus impitoyables du cinéma, Daniel Day-Lewis a dû enterrer son âme. Et une fois terminé, il ne savait même plus s'il lui restait encore quelque chose à l'intérieur. Pendant plusieurs mois, il a cessé d'être lui-même. Il est devenu Daniel Plainview, un monstre sans affection, sans pitié, sans rédemption. Il s'est isolé du monde, vivait seul, parlait seul, pensait seul. Et si quelqu'un l'appelait par son vrai nom,
Il ne répondait pas. Car ce nom ne signifiait déjà plus rien. Il a appris à creuser comme un prospecteur du début du XXe siècle. Il a inventé une nouvelle voix, forte, pâteuse, agressive. Il s'est poussé physiquement à l'extrême, marchant avec une vraie boiterie pendant des semaines, même hors caméra. Sur le plateau, il n'y avait pas de blague, pas de répit, seulement de l'attention. Car personne ne savait quelle version de Day-Lewis allait apparaître ce jour-là. Paul Thomas Anderson a dit qu'il y avait des jours où, simplement, il n'était plus là. Il ne restait que ce spectre, Plainview, le dévorant de l'intérieur. Il a tâché terminer le tournage complètement épuisé, avec des migraines, des vomissements, des douleurs chroniques, de l'insomnie et un vide émotionnel si profond qu'il n'a rien pu tourner pendant des années. Il a déclaré que le personnage l'avait vidé, qu'il ne se souvenait plus à quel moment il avait cessé d'être lui-même, qu'il avait dû sacrifier une part de son humanité pour comprendre l'obscurité absolue. Il a remporté l'Oscar. Il a été célébré dans le monde entier. Mais après le tournage, Daniel Day-Lewis a disparu pendant plus de 2 ans. Pas d'interview. Aucun rôle accepté. Plus aucun plateau de tournage. Il s'est réfugié en Irlande, loin de Hollywood, et a commencé, pour la première fois de sa carrière, à parler d'un retrait total. Il disait que jouer ne lui apportait plus de paix, qu'il était allé trop loin. Que se glisser dans la peau de Daniel Plainview, c'était comme laisser quelqu'un prendre le contrôle de son corps, sans jamais rien rendre. Question très simple, vous y avez, je suppose, beaucoup réfléchi. Pourquoi cette rumeur? Écoutez, à mon avis, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Lors de la première de Possession à Cannes, alors qu'elle découvrait le film pour la première fois, Isabelle Adjani s'est levée, tremblante, et a couru jusqu'aux toilettes. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle ne voulait pas continuer. Et elle a tenté de mettre fin à ses jours. Ce qu'a vécu Isabelle Adjani pendant Possession n'était pas un jeu. C'était un sacrifice psychologique si extrême qu'elle a failli ne pas y survivre. Le film l'a poussée à franchir toutes les limites possibles. Crier, convulser, se détruire émotionnellement et physiquement devant la caméra. Mais la scène qui a tout changé, c'est celle du tunnel. Son personnage s'effondre dans des hurlements, rampe au sol, saigne, se contorsionne comme si son corps expulsait son âme. Ce que personne n'imaginait, c'est que rien de tout cela n'était simulé. L'enregistrement a capturé l'effondrement réel de l'actrice qui s'est frappée elle-même, s'est coupée, et elle restait complètement brisée. Le tournage fut sauvage. Le réalisateur, Andrzej Żuławski, exigeait des prises extrêmes. Adjani ne dormait pas, mangeait mal, vivait dans un état de transe psychologique réel. Le prix à payer fut dévastateur. Après la fin du film, et après l'avoir vue à Cannes, elle est entrée dans une profonde dépression, avec des pensées suicidaires, des crises de nerfs et un isolement total. La tentative dans les toilettes, heureusement, n'a pas abouti. Mais elle a dû être hospitalisée pour épuisement émotionnel extrême. Des proches sont confirmés qu'elle avait souffert d'anxiété, de pleurs incontrôlables et de crises de panique pendant plusieurs semaines. Elle a annulé des interviews, abandonné des projets et était restée des années loin du cinéma. Elle s'est coupée de tout. Adjani a survécu, mais elle n'a jamais été la même. Son interprétation était magistrale, oui, mais c'était aussi un avertissement. Quand le corps exprime ce que l'esprit ne peut supporter, quelque chose se brise. Pendant des années, elle a évité de parler de possession. Encore aujourd'hui, c'est un sujet tabou pour elle. Elle a avoué ne jamais avoir pu revoir le film en entier. Heureusement, Isabelle Adjani a su reconstruire sa vie et sa carrière, en surmontant ses troubles mentaux avec une force impressionnante. Mais ce qui est certain, c'est qu'Isabelle Adjani n'a pas joué la folie. Elle l'a vécue. Et elle a failli y laisser sa vie. Derrière chaque grande performance, il y a parfois un prix que l'on ne voit pas, un poids qui ne rentre pas dans un prix, et que les applaudissements n'effacent jamais. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a remué intérieurement, faites-le moi savoir, et partagez-la autour de vous. Ces histoires méritent d'être racontées.